Bienvenue. Je suis heureux de vous retrouver. Je vous l'ai déjà dit, ça nourrit mon besoin de contribuer. Et vous, quel besoin ça nourrit en vous? Vous vous êtes posé la question déjà? Est-ce que ça nourrit un besoin d'harmonie, de calme, un besoin d'intégrité peut-être? Ou un besoin de sens? Je serais curieux de savoir quel besoin ça nourrit pour vous de regarder ces vidéos. Si vous en avez l'élan, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. À me dire, ok, j'ai regardé cette vidéo et ça a nourri mon besoin de... Ouais, ce serait vraiment chouette, ça me ferait vraiment plaisir si vous pouviez me laisser ça en commentaire. Nous sommes dans la 3e vidéo sur le sujet « Nourrir le corps dans ses 7 dimensions ». Nous avons évoqué la première dimension fondamentale, de base, l'alimentation que nous ingérons, et la nécessité d'adapter cette alimentation à notre type, à notre profil physiologique, afin de symboliquement venir l'équilibrer. Nous avons aussi évoqué la quantité et la fréquence de l'alimentation, afin de l'adapter à ce pourquoi le corps est prévu, afin de ne pas le surcharger, que ce soit en quantité ou en fréquence en aliments, ce qui lui fait consommer beaucoup d'énergie pour digérer, assimiler tout ce qu'on lui donne, et qui donc prive le corps, le mental et les émotions de ses ressources pour vivre vitalité, sérénité et souveraineté. Nous avons aussi abordé le sujet de la qualité de l'alimentation, et pas nécessairement que de la qualité organoleptique, mais bien de la qualité avec laquelle les aliments sont produits, transformés, préparés et ingérés. Et nous avons vu que derrière cette notion de qualité, il y a l'intention. L'intention sous-jacente à la production, la préparation et l'ingestion des aliments. Et que cette dimension est fondamentale, très souvent oubliée, mais fondamentale. Que les aliments véhiculent, portent, transmettent une intention, une énergie subtile qu'ils ont collectée depuis leur création jusqu'au moment où nous les ingérons et qui libèrent, qui nous nourrissent de cette intention. Intention très sérieusement altérée si la nourriture est produite de façon industrielle, que ce soit dans l'agriculture ou dans la transformation, ou intention extrêmement bénéfique lorsque les aliments ont reçu de la conscience aux différentes étapes de leur création et de leur préparation, et de la conscience au moment où nous les préparons et les ingérons. Cette simple conscience et cette intention posée de transformer tout ce qu'il y a de négatif en quelque chose de positif, de bien pour l'organisme et pour nous, de transformer les mauvaises énergies, les énergies lourdes, en des énergies légères et vitalisantes, et d'être présent à ce que l'on fait lorsque l'on prépare le repas et lorsqu'on le consomme. Cette présence, cette conscience change tout dans ce que les aliments nous apportent, dans cette énergie subtile qu'ils véhiculent, et qui va être source de vitalité, et qui va permettre de vivre harmonieusement le corps, le mental et les émotions. Cette notion d'intention est tellement importante qu'elle est sous-jacente, en fait, aux 6 autres dimensions d'alimentation du corps. On l'a vu, sous-jacente aux aliments qu'on ingère, mais aussi sous-jacente aux 5 autres types de nourriture. La nourriture mentale et émotionnelle, celle que je vais aborder aujourd'hui, qu'on a déjà un tout petit peu vue par le biais de l'intention, et puis
la nourriture, de l'activité, de l'amour et de la spiritualité. Mais avant d'aborder directement émotion et mental, nourriture émotionnelle et mentale, je vais revenir brièvement sur l'alimentation que nous ingérons, car j'ai pas eu le temps de traiter un point important, d'aborder un point important, l'eau. Le corps est principalement constitué d'eau. Ça serait dommage de négliger cet élément. Et nous ingérons de l'eau au quotidien, à travers les aliments, mais il y a aussi l'eau que l'on boit. Et c'est d'elle dont je vais parler maintenant rapidement. Ah oui, on boit de l'eau. Ça mérite qu'on y prête un petit peu d'attention, on en boit tous les jours, et dans des quantités assez importantes. Et elle constitue 70%, il me semble, de la masse de notre organisme. C'est pas rien, c'est pas négligeable. Et cette eau, évidemment, comme les aliments, elle porte une intention, une énergie subtile. Et est-ce qu'on a envie d'ingérer une énergie d'une eau malmenée, maltraitée, agitée? Ou au contraire, est-ce qu'on préférerait ingérer de l'eau pleinement nourrissante pour le corps dans toutes ses dimensions? Nourrissante physiologiquement et puis nourrissante aussi plus subtilement. Une bonne eau, et je vais définir ce que j'appelle bonne eau dans quelques instants, c'est tellement délectable. Bien plus que toutes les autres boissons qu'on peut consommer. Bien plus qu'un soda, une bière, du vin, du champagne. Tous ces liquides qui sont chouettes à consommer de temps en temps, pas trop, pas tous les jours, mais qui n'ont quand même rien à voir avec la saveur et la qualité de ce que nous apporte l'eau. Et il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir une source dans son jardin, pure, pour avoir de l'eau de qualité. On fait avec ce qu'on a. Je vais mettre de côté tout de suite les eaux minérales en bouteille, qui sont sûrement très bonnes à la base, je n'en doute pas, mais qui subissent un conditionnement, un transport, pas du tout ok, ne serait-ce que par le fait qu'elles sont vendues dans des bouteilles en plastique. Alors je vais pas m'étendre sur le sujet, mais l'eau minérale, que ça soit pour sa qualité ou pour la quantité de déchets que ça produit, si on peut s'en passer, tant mieux. Donc il nous reste quoi? L'eau de la source, bon, on n'a pas tous une source dans le jardin. Ah si, on en a une au robinet, l'eau du robinet. Alors évidemment, on sait tous que l'eau du robinet contient un paquet de trucs pas ok. Tellement de trucs pas ok. Qui sont là, qui sont censés être là pour la préserver et qu'elle soit de qualité. Mais enfin, n'empêche que c'est pas très bon pour l'organisme, tout ce qu'il y a là-dedans. Mais c'est pas une fatalité. L'eau a une histoire, elle a une mémoire. Là aussi, ça mériterait que je fasse une vidéo sur le sujet. C'est un vrai sujet à part entière. Et j'y consacrerai un peu plus de temps, mais pas maintenant. L'eau a une mémoire, de la même façon que les aliments ont une mémoire. Mémoire de cette énergie subtile, de tout ce qu'ils ont vécu au cours de leur parcours. Et donc l'eau qui sort du robinet, elle sort d'une usine de traitement de l'eau. D'abord, elle a été épurée, puis traitée, puis potabilisée, puis envoyée à travers les circuits de distribution jusqu'au robinet. Tous ces traitements laissent une trace dans l'eau. Même lorsque l'épuration est naturelle dans des bassins de décantation par des micro-organismes et des plantes, l'eau subit quand même derrière une étape de potabilisation et le transport. Et le transport, c'est via des pompes qui la mettent sous pression. Bref, quand l'eau arrive au robinet, elle est complètement déstructurée, la pauvre. Et en plus, elle contient vraisemblablement plein de trucs pas terribles pour l'organisme. Eh bien, bonne nouvelle. Tout ça, on peut s'en occuper. Alors au minimum, la première chose à faire, c'est de la laisser se décanter en carafe pendant au moins 12 heures. La laisser se reposer. On remplit 2-3 carafes d'eau selon nos besoins du jour,
on les laisse reposer 12 heures et puis on les consomme. Et dès qu'il y a une carafe qui est vide, on la remplit. Cette décantation, elle va permettre plusieurs choses. Elle va permettre de restructurer l'eau. Elle va permettre à ce que l'eau quitte un état d'agitation moléculaire pour revenir à un état d'équilibre, stabilisé moléculairement. Ça va permettre aussi au chlore, issu du traitement de l'eau, de s'évaporer. Ça fera toujours ça en moins dans l'organisme. Éventuellement, on peut aussi dynamiser l'eau, de façon, mais ça ponctuellement, de façon à ce qu'elle ait des vertus régénératrices pour le corps. Et on peut aussi, si on le souhaite, la filtrer. Il y a plein de procédés pour ça. Que ça soit le charbon actif, que ça soit les perles de céramique, des filtres mécaniques à l'argile, au sable. Plein de façons de filtrer l'eau. Ça permet notamment d'enlever les métaux lourds qui ne devraient pas être présents dans l'eau, mais qui sont présents en quantité non négligeable. Et les métaux lourds, c'est un truc que l'organisme ne sait pas bien gérer. Voilà, donc première étape, laisser l'eau se reposer, éventuellement la filtrer, et poser une intention, deuxième étape. Eh ouais, encore l'intention. On peut même poser deux intentions. Une première intention pour l'eau, une intention d'amour pour qu'elle se restructure, pour qu'elle s'équilibre, et une deuxième intention pour ce qu'elle va nous apporter. C'est-à-dire simplement demander à l'eau, à ce qu'elle nous apporte tous les bienfaits qu'elle a en elle, toute la vitalité dont nous avons besoin pour nous épanouir, et toutes les vertus intrinsèques qu'elle peut nous apporter pour l'harmonie physique, physiologique, mentale et émotionnelle que l'on souhaite vivre au quotidien. C'est une sorte de petite prière, une intention posée face à sa carafe d'eau ou à son verre d'eau. Et ça s'essaye. Essayez, ne serait-ce qu'au goût. Une eau qui s'est reposée, qui a été filtrée et qui a reçu cette prière, cette intention, n'a pas le même goût que l'eau qui sort du robinet. Vous pouvez faire le test en aveugle. Ça n'a rien à voir. Vraiment, avec l'eau du même robinet, extraite, alors pas au même moment puisqu'il y en a une qui a décanté pendant 12 heures, mais extraite au même robinet, dans les mêmes conditions, vous verrez, deux eaux différentes. Et voilà, comme toutes les choses subtiles dont je vous parle, boire une eau de qualité, ça change tout. Ça change vraiment les ressources dont on dispose au quotidien. Ça change vraiment la qualité avec laquelle nous habitons le corps. Et du coup, ça change beaucoup comment nous vivons les émotions. Et ça contribue énormément à l'apaisement du mental. Essayez vraiment. Mettre l'eau en carafe et la laisser reposer 12 heures, juste comme test avant de la boire. C'est pas trop compliqué à faire. Et je vous garantis que vous en percevrez très vite les bénéfices. Et à minima, une grande différence dans le goût de l'eau. Et maintenant, nous allons aller encore un tout petit peu plus profondément dans cette subtilité, dans ce que je nomme l'intention, ou une énergie subtile qu'on retrouve à tous les niveaux de l'alimentation, des 7 dimensions de l'alimentation du corps. Pour parler aujourd'hui de la nourriture émotionnelle et mentale. Donc j'ai déjà parlé de la nourriture émotionnelle et mentale, enfin de ce qui accompagne nos repas, pour dire que si nous sommes dans une discussion polémique, si nous regardons la télévision ou écoutons la radio, en même temps que nous prenons un repas, nous ingérons tout ce qui est véhiculé, toutes les énergies, les émotions véhiculées par la discussion, la télé ou la radio. Ça, c'est un point. C'est le point le plus évident. Mais au quotidien, en dehors des repas, en dehors de l'alimentation, le corps se nourrit des émotions et du mental. Ouais, il s'en nourrit, réellement. C'est hyper facile à vérifier. Vous avez déjà remarqué
de façon évidente qu'une émotion se vit dans le corps. Que ça soit la joie, la peur ou la tristesse ou la colère, ça se vit dans le corps. Il se passe quelque chose dans le corps. Eh bien, si ça se vit dans le corps s'en nourrit. Parce que ça s'engramme quelque part. En dehors des pleurs et du rire qui sont extrêmement libérateurs, une émotion de peur, une émotion de colère, ça s'engramme dans le corps, ça le nourrit. Et au-delà de le nourrir, ça perturbe son fonctionnement normal. Ces émotions, elles font basculer le corps, le système nerveux, en mode orthosympathique, c'est-à-dire le mode actif, si je peux le résumer comme ça, quittant ainsi le mode parasympathique, qui sera un petit peu le mode passif, qui est le mode calme, serein, pendant lequel le corps se sert des ressources pour assimiler la nourriture, s'équilibrer, assurer les différentes fonctions physiologiques, se régénérer, c'est-à-dire refaire des tissus, des cellules, en permanence, en mode parasympathique. J'espère que je ne suis pas en train d'inverser orthosympathique et parasympathique. J'ai souvent tendance à les mélanger. Voilà, en tout cas, l'un est le mode actif et puis l'autre le mode passif, régénération. Eh bien, ces émotions, lorsqu'on les vit littéralement, lorsqu'on est l'émotion, nous font quitter le mode de régénération pour nous faire passer en mode actif. Et quand on est en mode actif, bien, il n'y a plus régénération. On consomme de l'énergie à gérer ce qui est. On appelle ça plus communément un stress. Peur, colère vont générer du stress dans le corps. Donc générer des toxines à éliminer, mais on n'arrive pas à les éliminer parce que on est en mode actif. Et au lieu que le mode actif soit extrêmement ponctuel, face à une situation qui demande notre réaction, nous avons tendance, nous, humains, à vivre toute la journée en mode actif. Je parle du point de vue physiologique. Et donc à ne jamais laisser le temps à l'organisme de se régénérer, si ce n'est la nuit. Alors que le mode passif de régénération devrait être majoritairement présent dans nos vies. Quand je dis on est les émotions, on les vit pleinement, j'entends par là je suis en colère. Vous voyez le degré d'identification, je suis en colère. Juste en le disant, je sens de l'agitation en moi. Cette agitation qui me fait sortir du système parasympathique pour passer dans l'orthosympathique, ou l'inverse, je sais plus. C'est que des mots. J'aurais dû réviser avant de faire la vidéo. Essayez maintenant, c'est un petit peu mieux. Je me sens en colère. Ça tend encore un petit peu, mais c'est pas aussi violent que de dire je suis en colère. C'est ça, s'identifier à l'émotion, la vivre pleinement, et donc avoir des conséquences dans le corps. Je me sens en colère, c'est déjà un peu plus léger. Et être détaché des émotions, ne pas les subir, ça serait par exemple dire en ce moment, maintenant, je ressens de la colère. Tiens, c'est plus calme en fait. Beaucoup plus facile du coup de dire tiens, salut la colère. Comment ça va aujourd'hui ? Je ne suis plus l'émotion. Du coup, l'organisme reste apaisé et peut continuer son petit boulot physiologique de régénération, de croissance, tout ce qu'il a à faire pour maintenir l'homéostasie du corps, c'est-à-dire un corps en santé, un équilibre physiologique harmonieux qui nous permet de disposer de ressources qui ne sont pas consommées à gérer les toxiques provoqués par les stress, à gérer le stress en lui-même et la réaction au stress. Et ça, au quotidien, ça nous parle vraiment de ne pas être les émotions, de ne pas les subir,
sujet que j'ai déjà abordé à plusieurs reprises. Et je constate que maintenant, je ressens de la peur. Je ne suis pas la peur. Lorsque je dis « maintenant je ressens de la peur », je ne suis pas la peur, je ne suis pas victime. Je constate que je ressens de la peur. Et je sais que c'est passager. C'est maintenant je ressens de la peur. Et vraiment, faites le test. Même dans une situation où vous n'avez pas peur, dites « j'ai peur ». Observez ce que ça fait par là. D'un coup, ça se contracte, ça serre. Et puis essayez « je sens que j'ai peur ». C'est un peu plus doux, mais ça se contracte encore. Et enfin, essayez « maintenant, je ressens de la peur ». Il n'y a plus de contraction, c'est ok. On n'est pas embarqué par l'émotion, mentalement et physiquement. Mais bon, cette distanciation, on n'est pas capable de la voir à chaque instant. Donc le mieux, c'est d'éviter de s'exposer à des émotions fortes. Type, j'en ai déjà parlé, discussion polémique, colère, agacement, télévision, radio. Ouais, c'est facile. Ou même les journaux papier. Ou même Internet. Les réseaux sociaux ou les infos sur Internet. Ouais, observez dans quel état ça met le corps à chaque fois. Quel état d'agitation. Et je parle des réseaux sociaux, même sur les trucs cool. On crée une espèce de boulimie de, je sais pas, d'accidents de camion, de petits chatons qui jouent, de... J'ai pas beaucoup d'exemples en tête, je regarde pas ça, mais je sais bien ce que ça crée dans le corps à chaque fois que je me trouve face à des vidéos ou des commentaires sur Internet. Ouais, je ressens l'agitation en moi rien qu'en l'évoquant. Évidemment, c'est ok un petit peu de temps en temps, mais pas tous les jours, pas comme nourriture émotionnelle quotidienne. Parce que dans ces situations-là, ça demande beaucoup d'entraînement pour à chaque fois se distancier des émotions qu'on est en train de se prendre en pleine figure. Et je le redis, tous les conseils que je donne, toute cette expérience que je vous partage, tous ces enseignements que je vous transmets, ne sont pas à prendre comme une injonction qui conduirait à un mode de vie d'ascète. Plus rien, plus jamais de télé, plus jamais d'ordinateur, plus jamais de soirées bruyantes. Ouais, ça c'est aussi un bon exemple. Essayer une soirée bruyante dans un bar avec des copains. C'est sympa, épuisant. Bruyante où tout le monde parle fort, où la musique est forte. On ingère tout ça. Le corps se nourrit de tout ça. Il va lui falloir du temps pour digérer tout ça après. Et ça va nous priver de ressources pendant tout ce temps-là. Ressources qui nous permettraient d'être dans la vitalité, dans l'harmonie intérieure, l'apaisement mental et émotionnel. Après, c'est ok, si on veut vivre dans l'agitation au quotidien, c'est ok. Mais je crois qu'au fond de nous, on sait que c'est pas complètement ok, que ça nous épuise et que ça nous prive d'autre chose qui nous appelle, et qu'on sait pas bien comment contacter, comment rejoindre. Tout simplement parce qu'on n'a pas les ressources nécessaires. Elles sont phagocytées par tout ce que je viens d'énumérer. Donc il ne s'agit pas d'être un ascète et de vivre de privation. Au contraire, il s'agit de pouvoir vivre pleinement. Mais pour vivre pleinement, ça implique de ne pas se gaver de toxiques en permanence. Un petit peu de temps en temps, c'est ok. Et si possible avec conscience. Mais quand c'est le quotidien, on n'arrive pas à être dans la conscience en permanence. Quand on regarde les réseaux sociaux sur Internet, on n'arrive pas à mettre cette distanciation en permanence. Ça demande trop de concentration. Beaucoup plus facile quand on fait ça ponctuellement. Et évidemment qu'on va rencontrer plein de situations qui vont générer du stress ou de l'agitation à l'intérieur, qui vont créer du toxique ou des toxines à l'intérieur. C'est la vie, et c'est parfaitement ok. Mais
sans donc prendre au pied de la lettre la discipline de la nourriture, des 7 dimensions de la nourriture du corps, juste déjà en prendre conscience, et puis mettre un petit peu de conscience, de connaissance de ces 7 dimensions. Et de temps en temps, sur une des 7 dimensions, 2 ou 3, mettre de la conscience et de l'intention, ça va déjà changer beaucoup de choses. Et puis peut-être même que vous y prendrez goût, et que ça vous invitera à essayer un petit peu plus, que l'habitude s'affermira. En tout cas, on part tous de là où on en est, et on y va tranquillement, selon nos aspirations. Ah ouais, tiens, j'essaierai bien de prendre un repas en conscience ce soir pour voir ce que ça fait. Être un petit peu avec moi-même. Mais vous allez voir, ça va nourrir plein de besoins, et vous donner plein de ressources, et vous donner une satisfaction. Parce que c'est ça, hein. Il y a une vraie récompense au bout du chemin, et même sur le chemin, à chaque pas du chemin, quand chaque pas est fait en conscience, ou avec un petit peu de conscience, ou à minima avec l'intention de le faire en conscience. C'est déjà vachement bien. Il y a une vraie récompense, une vraie satisfaction. Rien à voir avec un saut à l'élastique, évidemment, en termes de sensation. Et en même temps, se délecter d'un verre d'eau, ça peut aller très loin. Et puis si on est capable de se délecter d'un verre d'eau, tous les plaisirs que la vie a à offrir, et encore une fois, je ne parle pas de sensations fortes, mais tous les plaisirs que la vie a à offrir dans le subtil, dans le fin, sont tellement indescriptibles, hallucinants, nourrissants. J'ai essayé déjà tous les plaisirs habituels de la vie, toutes les sensations fortes, vraiment. Peut-être pas toutes. On a tous essayé. C'est satisfaisant un temps, mais pas tant que ça finalement, au regard de ce dont je vous parle. Ne pas se gaver de situations qui créent des émotions fortes, des émotions que l'on subit, de façon à être libre quand nous vivons des émotions pour de vrai, parce que la vie nous amène à les vivre, des situations qui nous font peur, des situations qui nous mettent en colère, des situations qui nous rendent tristes. Et bien donc pour pouvoir vivre ces situations avec la conscience nécessaire qui nous permet de ne pas subir les émotions et de les prendre comme un indicateur, de les accueillir et du coup de s'en nourrir positivement. Et s'en nourrir positivement, ça se résume, en tout cas pour le constater, au petit exercice que je vous ai proposé il y a un instant. Constatez que oui, je constate que maintenant, je ressens de la tristesse. Et c'est ok. Et c'est maintenant, j'ai ça à vivre. Et c'est pas forcément désagréable ou difficile à vivre. C'est là. Mais c'est pas encombrant comme lorsqu'on le vit comme je suis triste. Ou là c'est pas évident à vivre. Et le mental, c'est carrément pareil. Les mêmes sources d'agitation que celles que je citais tout à l'heure provoquent du stress mental, tout comme ça provoque des émotions fortes ou de l'agitation émotionnelle. Une conversation polémique avec un ami ou son conjointe, avec sa famille, ou même un collègue, ça crée du stress. Stress, contraction, tension, toxine, système orthosympathique. Le corps qui doit gérer quelque chose d'inhabituel, en tout cas plutôt habituel, quelque chose d'anormal, pour lequel il va consacrer beaucoup de ressources pour se rééquilibrer. Parfois, il doit consacrer tellement de ressources pour se rééquilibrer que ça génère de la maladie ou les accidents de la vie. Est-ce qu'on veut vraiment se faire vivre ça au quotidien ?
et sans avoir peur de la maladie ou des accidents de la vie, est-ce qu'on veut volontairement les générer à répétition? Ou au contraire, est-ce qu'on veut se donner toutes les chances de pouvoir vivre un truc cool au quotidien, vraiment chouette à vivre, et éventuellement éviter les maladies à répétition, voire les maladies plus importantes? Ça va peut-être pas suffire. Il y a tellement de choses à l'origine des maladies que les quelques enseignements que je vous transmets là ne vont pas nécessairement suffire, mais là ça dépend encore de là où on en est, de là où on part, à se prémunir de toute maladie. Mais encore une fois, ça va réellement changer ce que l'on vit au quotidien. Et il y a plein de façons de ne pas vivre l'agitation mentale. Et plein de façons d'apaiser le mental. Déjà, se nourrir correctement, nourrir le corps correctement dans les 7 dimensions, ça va déjà être un sacré premier pas. La méditation dont je parle souvent, c'est aussi un vrai pas. Mais on peut aussi assez facilement éviter de s'exposer ou de s'embarquer dans tous les toxiques mentaux auxquels nous sommes habitués, mais qui ne sont pas naturels pour nous. En tout cas, pas naturels à la fréquence à laquelle nous les ingérons. Et c'est la même chose que pour les émotions. Soirées animées, bruyantes, télévision, discussions polémiques, radio, etc. C'est de l'agitation mentale. Tourner en boucle sur un sujet pour essayer de trouver une solution, c'est de l'agitation mentale. Ça marche tellement mieux de se poser, de méditer sur le corps de façon à ce que le mental cesse de s'agiter sur une idée, sur un problème, qu'il se concentre sur autre chose, et que du coup l'organisme puisse retrouver un mode de fonctionnement calme, de régénération, et qu'ainsi puisse émerger la bonne solution au problème auquel le mental n'arrivait pas à trouver de solution pleinement satisfaisante. Ouais, je le dis souvent, la méditation, c'est un outil tellement puissant, qui a des impacts sur tellement d'aspects de la vie. Et comme d'hab, je vous invite, je vous encourage à essayer. Et du coup, j'en profite pour vous proposer d'aller sur le site enmoncentre.fr et regarder les méditations, les programmes de méditation que je propose. Et je vais continuer à en proposer plein. Il y a tellement de façons de méditer. Mais sur le site enmoncentre.fr, il y a déjà quelques programmes de façon, je pense, à essayer de toucher un petit peu différentes sensibilités, différentes aspirations face à la méditation. Et dans chacun de ces programmes, il y a toujours une méditation gratuite à essayer. Essayez. Enfin, si vous en avez l'élan. Mais ça vaut le coup. C'est tellement puissant et ça répond, ça nourrit tellement de besoins dans tellement de dimensions. Donc l'invitation du jour, au-delà de ce que je vous ai proposé à faire sur l'eau, avec l'eau, elle est vraiment d'éviter de s'exposer volontairement à trop de sources d'agitation émotionnelle et mentale. De façon à créer cet espace qui vous permettra de vivre de la distanciation quand inévitablement des situations stressantes se présenteront. Si on est toujours au taquet, on n'a jamais le recul nécessaire pour prendre de la distance quand des situations réellement importantes se présentent. Alors qu'au contraire, si au quotidien on ne gave pas le corps d'émotions fortes, inutiles, d'agitation mentale, inutile et stérile, complètement improductive, alors on a les ressources, l'espace, pour être pleinement réactif, présent, disponible. Vraiment des ressources très fortes pour vivre les situations challengeantes que l'on peut rencontrer au quotidien.
Donc l'invitation est simple. Ne pas se gaver d'agitation émotionnelle et mentale. Et pour savoir si une situation crée de l'agitation émotionnelle ou mentale, facile, il suffit d'observer le corps et ses réactions. Si ça se tend, si ça se contracte, si ça s'agite, si la respiration est altérée, si le rythme cardiaque est altéré, si on ressent du stress, c'est que le corps s'agite et que la situation est une surcharge émotionnelle ou mentale. Et pour savoir si cette surcharge est superflue ou inévitable, facile. Est-ce que je suis en train, par idée de plaisir, d'attirance, de créer cette surcharge émotionnelle ou ce stress mental? Ou est-ce que c'est une situation inévitable qui nécessite toute mon attention? Facile à distinguer. Si c'est le film que je suis en train de regarder qui crée de l'agitation, si c'est les infos que je suis en train de lire qui créent de l'agitation, il s'agit probablement d'une surcharge émotionnelle ou d'un stress mental inutile que l'on peut éviter, de se faire vivre. Mais ça, évidemment, après, on est libre de ses choix. Essayez. Si vous en avez l'élan, pendant quelque temps, 2-3 semaines, de supprimer quelques-unes de ces nourritures toxiques. Je parle de nourriture émotionnelle et mentale. Et observez comment, au bout de ces 2-3 semaines, vous vivez le quotidien. Je n'ai tellement pas de doute que ça sera tellement différent de l'habituel, si vous êtes habitué à vous nourrir de toxiques. Belle expérimentation à vous, et beau cheminement à vous. Si cette vidéo vous inspire, merci de la partager, et si vous en avez l'élan, de la commenter, de cliquer un pouce et de vous abonner à ce canal. À bientôt!